Module 4. Traiter l'étanchéité à l'air. Les objectifs de ce module sont les suivants. Connaître et reconnaître des pathologies liées à une mauvaise étanchéité à l'air, d'en déterminer les causes. Et le deuxième objectif sera de connaître les différentes méthodes de traitement de l'étanchéité à l'air. À travers ce module, on va d'abord présenter le problème, ce qui est l'objet de cette activité. Nous verrons ensuite les causes d'un problème de condensation. Et enfin, nous verrons les bonnes pratiques en fonction des solutions constructives. Alors tout d'abord, on va s'attarder, le problème de l'étanchéité, d'un manque d'étanchéité à l'air, ça va être la condensation dans les parois. Pourquoi il y a condensation? Puisqu'il y a humidité dans les logements. Alors, la question est la suivante, d'où vient cette humidité? On sait très bien que l'air contenu dans les logements contient toujours de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau est liée à l'activité humaine. Alors ici nous avons trois petites images qui représentent les trois secteurs. On voit bien que la cuisine apporte à peu près 400 grammes de vapeur d'eau par heure. Une douche, en fonction de la durée de votre douche, mais c'est 200 grammes par heure. Et l'activité humaine à proprement parler, le fait de vivre dans son logement, c'est entre 40 grammes et 200 grammes par heure en fonction de l'activité que vous avez. Alors on l'a vu dans d'autres activités, bien sûr, le rôle de la VMC est d'évacuer cette vapeur d'eau excédentaire. Alors pour bien comprendre le phénomène de saturation de l'air en vapeur d'eau et donc de la condensation, il est intéressant de regarder le fonctionnement et la transformation de la vapeur d'eau en liquide, et ce à l'aide du diagramme de Mollier. Alors le diagramme de Mollier, la lecture est assez simple. On reprend en abscisse les températures en degrés. Les différentes courbes ici représentent le taux d'humidité dans la pièce. Et ensuite nous avons ici les capacité, grammes d'eau par kilogramme d'air sec. Alors cela nous intéresse peu, nous ce qui nous intéressera c'est de détecter où est-ce que nous pouvons, à quelle température il va y avoir condensation. Alors si je prends notre cas, nous avons une température intérieure de 20 degrés avec un taux d'humidité de 60%. Alors je trace une droite verticale à partir de la température de 20 degrés pour m'arrêter à notre exemple, c'est-à-dire un taux d'humidité de 60%. À ce niveau-là, je sais que l'air humide se déplace naturellement vers l'air froid plus sec. Donc si je prends l'exemple d'une traversée de paroi qui va donner sur l'extérieur, l'air bien sûr va se refroidir. En se refroidissant, l'air va se charger en humidité. Vous voyez que je traverse successivement des pourcentages d'humidité. Et nous arrivons à la courbe 100%, c'est-à-dire saturation en vapeur d'eau. D'accord ? L'air n'est plus capable d'accueillir plus de vapeur d'eau, et donc elle va se transformer en forme liquide, d'où la condensation. Maintenant, pour connaître la température de condensation, c'est-à-dire le point de rosée, il suffit de descendre sur mon diagramme de Mollier à la verticale et j'atteins la température de 12 degrés. Donc nous voyons que dans cet exemple, pour une température donnée de 20 degrés avec un taux d'humidité de 60% dans la pièce, si jamais l'air passe à travers une paroi dont sa température est de 12 degrés, nous aurons condensation.
Alors on peut conclure là-dessus, c'est que plus l'air intérieur est humide, hein, plus le risque de condensation est élevé, bien entendu. Toujours pour illustrer notre problème de condensation et le transfert en fait d'humidité dans les parois, on peut reprendre la méthode dite de Glaser, qui elle va se concentrer, enfin qui va intégrer les pressions de vapeur saturantes et les pressions de vapeur réelles. Alors ici dans notre exemple, j'ai repris un mur type RT 2005, hein, avec ici côté intérieur une plaque de plâtre, hein, BA13, ensuite un polystyrène expansé, un bloc de béton, et en face extérieure un enduit classique, un enduit ciment. Les conditions de température sont bien de 20 degrés en côté intérieur pour atteindre une température négative, moins 8,1 degrés. Alors que représentent ces différentes courbes, hein? La pression de vapeur saturante, qui est la courbe bleue, représente la pression maximale de la valeur d'eau contenue dans l'air. Donc ça veut dire que au-delà de cette courbe, l'air condense. Alors cette valeur de pression saturante, hein, est liée à la température qui est la courbe rouge. Alors maintenant on va s'attarder à la pression de vapeur d'eau réelle, hein, qui est la courbe orange. Elle va dépendre des caractéristiques hygrométriques de la paroi. Et dans cet exemple, nous voyons que la pression de vapeur réelle dépasse la pression saturante entre l'isolant et la maçonnerie. On voit ici que la courbe orange passe au-dessus de la courbe bleue. Donc il va y avoir risque de condensation. Alors pourquoi il y a risque de condensation? On voit que d'une part, il n'y a aucun matériau ici qui ne freine le transfert de vapeur d'eau vers l'extérieur. Et on voit aussi que la maçonnerie, qui n'est pas isolante, hein, provoque des températures tout de suite négatives. On a une chute nette des températures. Donc ce système, hein, provoque inévitablement de la condensation. Sur plusieurs années, l'eau va pouvoir s'accumuler dans la paroi et va dégrader les revêtements intérieurs et extérieurs. Il ne va pas sans dire que là, la responsabilité de la maîtrise d'œuvre est alors engagée. Alors, ce phénomène est indépendant de l'étanchéité à l'air. Cependant, une mauvaise étanchéité à l'air va l'amplifier, comme nous allons le voir sur l'activité suivante.